Alors, ce qu'on va faire, c'est que il va y avoir donc il y a 4 structures, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc l'espace de vie sociale, donc les Scambi à Castanet-Tolosan, qui a aussi une mission de préfiguration du futur projet de médiathèque centre social de cette commune de 15 000 habitants, à côté de la Beige, là vous connaissez. Donc Madeleine, coordinatrice de cet espace, va vous faire une petite présentation voilà, d'un certain nombre de méthodes aussi d'élaboration du projet. Ensuite, du coup, Clélia Pournin, donc qui est directrice du Moulin, directrice du pôle culture aussi, je sais plus trop. Service culture vie associative, dans lequel il y a notamment la lecture publique, qui est sise dans donc un joli bâtiment qui s'appelle le Moulin. Donc à la suite de ces 2 interventions, vous pourrez faire un premier retour salle, et puis ensuite on passera à Rosemonde Garros, donc directrice de la médiathèque du Foga, également dans le Muretin, et puis Maryse Ponceau, qui est outre bénévole, qui est aussi coprésidente, secrétaire, comptable, enfin bref, un statut un peu bizarre. Donc de Récupalis, donc cette recyclerie boutique tiers-lieu de bibliothèque à Séguède, donc dans un Muretin plus rural, je dirais. Donc je me permets d'ores et déjà de laisser la parole à Madeleine Harib Gurnad pour un peu tout ce que tu veux raconter sur cette EVS. Ok. Donc je vais vous raconter une expérience singulière, une expérience donc sur un territoire de 15 000 habitants, un territoire périurbain, donc Castanet-Tolosan, où on a fabriqué, on continue de fabriquer donc collectivement du nous, hein, à la fois de partager du commun, mais aussi des différences. Donc c'est un projet, hein, un des premiers ingrédients de ce projet, c'est une volonté politique des élus, d'avoir un nouvel équipement culturel et social, puisqu'une commune de 15 000 habitants n'avait pas de médiathèque depuis de nombreuses années. Donc cette volonté politique, mais de pas attendre la création du bâtiment en fin 2025, mais dès à présent de faire des préfigurations pour expérimenter collectivement et pour pouvoir ensuite investir donc la création d'un nouveau bâtiment, donc un équipement qui se dit lieu hybride, c'est-à-dire qui va à la fois regrouper une médiathèque de type 3e lieu, mais un centre social, une ludothèque, un café culturel, dans un enjeu de mixité des usages, des équipes, une polyvalence, donc des activités qui vont pouvoir se dérouler dans ce nouveau lieu. Donc là, je vais vous présenter plutôt l'expérience donc en amont, hein, de préfiguration, un espace de vie sociale qui s'appelle l'Escambi, l'échange en occitan. Et donc, à partir de cette volonté politique, ils ont embauché 2 personnes, donc moi-même et Nicolas qui est là aujourd'hui aussi. On vient donc nous du socio-culturel. C'est cette spécificité-là. Le projet, c'est d'embaucher 2 personnes en même temps. Pourquoi ? Parce qu'il y a un gros travail, un enjeu fort d'aller vers les publics les plus éloignés et d'aller faire une démarche de diagnostic social de territoire partagé pour d'abord, avant de construire cet équipement de proximité, un espace de vie sociale, c'est un équipement qui provient de l'animation de la vie sociale d'un territoire. Et donc avant tout de créer cet équipement avec les habitants et les associations du territoire, le premier travail a été donc de comprendre qui sont les gens, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs envies. Et donc on a fait ce travail-là. Il y a eu toute une étude de panorama socio-démographique et nous, on est allé vers dans l'espace public, que ce soit dans les marchés, devant le McDo, au secours populaire, devant Intermarché, etc., sur des horaires en journée, le soir, les week-ends. Donc pour aller rencontrer la diversité des habitants de ce territoire à travers donc un questionnaire. Et à partir de là, donc on a rencontré plus de 150 habitants avec qui on a commencé à créer de la relation, créer du lien, à se rencontrer à partir donc de leurs besoins en termes de logement, de déplacement, etc. Et ça a été le premier travail pour constituer ensuite une démarche de co-construction et de participation citoyenne. On a mis en place des ateliers participatifs, donc avec plus de 50, 70 habitants qui sont venus co-construire avec nous l'espace de vie sociale.
Et donc l'enjeu, c'était de pouvoir construire à la fois avec des habitants, des élus d'un territoire et des associations et des techniciens donc de la collectivité territoriale. Castanet, c'est une ville où il y a beaucoup d'associations, et donc l'idée, c'était de pas arriver comme ça, de rajouter un nouvel équipement public, mais bien d'arriver en complémentarité de tout ce qui pouvait se faire sur ce territoire-là. Et donc, on a co-construit avec ces personnes-là, et notamment en prenant en compte, puisqu'on avait des éléments de diagnostic, et un des enjeux, par exemple, qui était ressorti dans le diagnostic, c'était la question des familles monoparentales, et notamment des mamans. Et donc, toutes ces questions-là, on les a intégrées au démarrage. Et par exemple, c'est des choses peut-être simples au démarrage, mais on autorisait et on invitait notamment les mamans à venir avec leurs enfants pendant ces ateliers de co-construction. On pouvait donc prendre en charge les enfants, etc. Il y avait des jeux pour que les personnes, ces mamans-là, puissent participer à ces ateliers de co-construction, pour avoir vraiment une diversité, une représentativité des besoins des habitants de Castanet. Donc on a fait ça, et pour nous, ce qui est très important, c'est la relation, et créer donc la rencontre, les échanges. Et rien de mieux que de passer par des moments de convivialité, et donc par autour de la nourriture. On dit qu'on a parlé de qu'est-ce qui fait commun, qu'est-ce qui rassemble. La nourriture, pour nous, on trouve que c'est un outil intéressant. Et donc, ces ateliers de co-construction se terminaient toujours par un moment convivial autour d'un partage de repas. Ça peut paraître anecdotique, mais pour nous, tous ces éléments-là font partie des ingrédients qui ont fait qu'on a été dans une réelle démarche de co-construction collective avec des habitants et avec une mixité des habitants. La mixité culturelle, sociale. La mixité de genre, on l'a eu moins. On a beaucoup de femmes investies, beaucoup moins d'hommes. Et on n'a pas encore la mixité totale au niveau des âges. Pour l'instant, actuellement, on touche peu de jeunes de 15 à 30 ans. Mais voilà, c'est un travail qu'on fait avec les habitants, de pouvoir aller vers aussi ces publics-là. Donc on a fait ça. Donc pendant 9 mois, on a co-construit ce projet-là. Il y a des thématiques donc qui ont été mis en avant. Donc l'espace de vie sociale travaille autour de la question du vivre ensemble, de la question du soutien à la parentalité et la question du faire ensemble. Faire ensemble, on est issu donc de l'éducation populaire, comme le disait Nicolas, et donc on a vraiment à cœur de travailler cette question du pouvoir d'agir des habitants et de permettre donc à chacun d'accéder au savoir, de transmettre son savoir. On est tous experts de quelque chose, et l'enjeu, c'est de pouvoir collectivement le partager, le transmettre. Et pour nous, un des outils clés, forcément, va être la lecture publique. Et donc, à travers cette question de la lecture publique, on a fait un travail de partenariat important avec ce magnifique lieu, la médiathèque départementale, qui nous accompagne et qui accompagne un groupe d'habitants à constituer notre premier fonds documentaire, et donc de pouvoir collectivement réfléchir à, dans un premier temps, notre politique d'acquisition des dons, puisque naturellement, beaucoup de personnes sont venues nous faire don de livres ou d'autres matériels, mais l'idée, c'était de se poser la question de la politique donc documentaire de cet espace de vie sociale. Et donc, on a travaillé avec les habitants pour définir une charte d'acceptation des dons. Et donc, des critères qui ont été mis en avant, c'est par exemple la question d'avoir des ouvrages qui représentent la diversité culturelle, sociale de la France aujourd'hui. C'est aussi la question de pouvoir avoir des ouvrages qui ne véhiculent pas les stéréotypes de genre, que ce soit dans le texte ou dans l'image, etc. Donc, on a travaillé ces questions-là, et on continue à se former collectivement avec des habitants sur cette question de la lecture publique. C'est aussi au cœur, la lecture publique, on le voit comme un outil fort de médiation culturelle, autant autour d'ateliers parents-enfants à travers les kamishibai, les contes, etc. Voilà, c'est vraiment un outil, et c'est un prétexte pour créer du lien social, pour créer de l'échange, du partage, et pour pouvoir ensemble partager nos connaissances et puis s'émanciper collectivement.
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi, que du coup, la lecture publique, elle est partout. Voilà, sur la cuisine, forcément, là, on a une cuisine assez importante à l'espace de vie sociale. On organise beaucoup de choses autour de la cuisine, hein. Il y a des personnes qui ont été formées à des ateliers de cuisine pour pouvoir animer des ateliers de cuisine de rue. Donc après, forcément, il y a les recettes qui sont transmises, il y a énormément de connaissances. Donc il y a cette transmission des savoirs. On organise des cuisines solidaires, des repas solidaires où des habitants et des habitantes cuisinent, et du coup après il y a un partage de repas. Donc on est vraiment dans le faire ensemble et dans l'échange de la culture de chacun à travers donc l'alimentation. Peut-être aussi vous dire que qu'est-ce que je vous ai pas dit, on a un souci aussi de travailler l'intergénérationnel, hein, de pouvoir donc aussi à faire une place et que chacun ait sa place, et notamment les aînés. Et donc ce travail avec la résidence autonomie du territoire, mais aussi les personnes isolées. Bon, il n'y a pas que les personnes âgées qui sont isolées, mais il y a un enjeu de pouvoir travailler, d'être un lieu qui permet de rompre l'isolement. Et donc il y a ce travail, ce premier frein de la mobilité, et de pouvoir donc aller chercher les personnes, par exemple de la résidence autonomie, pouvoir aller les chercher et les amener donc à l'espace de vie sociale pour qu'elles puissent partager donc un moment avec d'autres. Mais tu disais aussi, Madeleine, qu'il y avait l'importance sur le lien de confiance personnalisé, du coup, que ces publics aussi pouvaient avoir. C'est-à-dire vraiment avoir des visages, mettre des visages. Alors, je crois que c'était toi et Nico, en l'occurrence. Je sais plus. Mais... Oui, je pense que c'est le cœur des métiers de l'animation socio-culturelle, hein. C'est la question de la relation. Je pense que nous, on axe beaucoup l'accueil des personnes dans leur diversité. Et il y a vraiment on parlait de singularité, on apprend à connaître les gens individuellement, et après on a cette capacité à fédérer, à être dans l'écoute active, et après à fédérer les gens entre eux. Et ce qui a, je pense, un des éléments en effet clés de cette démarche réelle de co-construction a été la relation. On a créé une relation de confiance avec les habitants qu'on a rencontrés, qui nous ont fait confiance et qui ensuite progressivement ont levé leurs freins et ont pu venir à la rencontre et ouvrir cette porte de l'espace de vie sociale. Donc ça, c'est sûr que ça prend du temps et ça nécessite d'aller vers vraiment sur leur territoire et de prendre le temps de créer cette relation-là. Et peut-être après un dernier point, c'est la question peut-être un peu innovante. En tout cas, ce lieu, il est municipal, hein. C'est un espace qui est financé par la CAF, mais par la mairie de Castanet. Mais il y a une volonté que les décisions de cet espace de vie sociale, elles soient collectives. Et donc, il y a une instance participative de pilotage qu'on a créée qui regroupe 10 habitants, 4 à 5 associations du territoire, 5 élus et 5 professionnels qui travaillent à la mairie. Et il y a vraiment un enjeu que toutes les décisions en dehors des décisions financières et ressources humaines qui restent de la compétence d'un conseil municipal, mais que toutes les autres décisions soient prises collectivement et par consentement mutuel. Et donc, on est accompagné par une association d'éducation populaire qui s'appelle La Volte à Toulouse et en Ariège, et qui nous accompagne collectivement à être sur ces formes de prise de décision collective, et puis à déconstruire un peu tous les symboliques par rapport au statut d'être élu, un élu aussi d'accepter que la décision elle soit collective et pas celle qu'elle aurait décidée, donc la perte un peu de pouvoir, la légitimation des habitants à prendre la parole au même titre qu'un élu ou qu'un professionnel, et d'être dans cette question de la non-hiérarchisation des savoirs, que chacun a une expertise et a autant le droit, en tout cas, de pouvoir s'exprimer et d'être pris en compte. Donc, il y a vraiment cette volonté-là d'expérimenter cette gouvernance partagée, mais même pour nous, hein, tout a été décidé collectivement, le nom, les scambis, le logo, etc. Bon, nous, le logo, on n'aurait pas choisi celui-là. Mais voilà, ça fait partie de fait d'être dans la co-construction jusqu'au bout, et de pouvoir laisser la place à chacun dans cet espace-là. Nous, on n'est que, avec Nicolas et Laetitia, notre collègue, on est 3 maintenant, on n'est que facilitateurs de cette dynamique collective.
Non, c'est pas ça. Il est pas là. Ouais. Voilà. Et donc le dernier point, peut-être dire que ce lieu, donc c'est la préfiguration donc du lieu hybride et donc d'un équipement culturel et social qui ouvrira donc ses portes en décembre 2025. Avec donc toute une partie médiathèque, une cuisine, et vraiment dans cette idée que la culture soit au service du social et vice versa, et qu'il y ait vraiment une polyvalence des usages, et qu'on puisse laisser la place aux habitants de co-construire cet équipement qui forcément sera plus institutionnel parce que ça va être un gros bâtiment, etc. Donc tout l'enjeu, ça va être de penser l'appropriation de cet espace qui, à premier abord, va être beaucoup plus institutionnel que le petit espace de vie sociale qu'on a créé aujourd'hui. Alors, vous ne souhaitez pas de spécialisation des espaces, entre les espaces médiathèques et les espaces centre social, par exemple? Oui, c'est ça. On va rentrer dans ce lieu et il n'y aura pas, on va à droite au centre social, à gauche, on va à la bibliothèque. Il y aura du rayonnage partout dans l'espace, autant dans la cuisine que dans les pièces dites de jeux agités. Voilà, il va y avoir vraiment une mixité des usages dans ce lieu-là. Il y aura un parking, ouais. Comment? Oui. Oui, en fait, on va pas agrandir le parking existant, mais il y aura un parking. Ça va être construit sur un petit terrain de foot. C'est à côté pour ceux qui connaissent Castanet, il y a l'espace Brel avec l'école de musique Petit Pas. Il y a un parking et là il y a un terrain de foot et les 3/4 de ce terrain-là. Du coup, accueillera ce bâtiment de 1200 mètres carrés. Et il y a un gros travail de co-construction avec les habitants sur l'aménagement aussi extérieur avec un potager, une prairie, etc. Pour pouvoir aussi, il y avait vraiment une volonté de travailler la question du dedans et du dehors et de pouvoir faire une activité dedans et de la continuer à l'extérieur et qu'il y ait ces allers-retours du dedans et d'ailleurs. Là, vous êtes dans la préfiguration, mais du coup, dans le réel, combien de personnes vont s'occuper de tout ça? Parce que le problème dans les bibliothèques, on nous demande de tout faire, mais des fois, les bibliothécaires sont seuls ou à deux. Donc là, dans un lieu comme celui-là... Il y a ce qu'on espère et ce qu'on négocie avec les élus. Dans l'idéal, au moins 12 personnes. Après, comme le disait Nicolas lors de son intervention, il y a un vrai enjeu pour nous qui venons du socio-culturel, de s'acculturer et d'être formés sur la question de la lecture publique pour que ça soit un réel outil dans nos pratiques au quotidien et vice-versa, puisqu'on va embaucher, là, il y a un recrutement qui va avoir lieu d'une personne sur la question spécifique du métier lecture publique et puis d'autres bibliothécaires. Donc, il y a tout cet enjeu de polyvalence et que chacun puisse s'acculturer, mais on espère être, oui, au moins 12 personnes dans ce lieu. Grosso modo, on préconise souvent un équivalent temps plein par tranche de 2000 habitants pour la seule lecture publique. Donc là, c'est 14 000 habitants à Castanet. Donc déjà, pour la seule lecture publique, il serait pas déconnant qu'il y ait 7 équivalents temps plein. Voilà. Donc on est sur du 7+5, grosso modo, en termes de préconisation départementale. Mais bon. Après, un des gros enjeux, c'est de faire aussi bouger les lignes des institutions. On va rendre un seul document, puisque du coup, on va avoir un agrément centre social et on va avoir des financements de DRAC. Ce lieu, de toute façon, sera en grande partie financé par la DRAC. Mais l'enjeu, c'est de rendre un seul document, sinon ça n'a pas de sens, de rendre notre contrat projet de la CAF et notre PCSES ou autre à la DRAC. Il y a vraiment un enjeu d'écrire un seul document et de co-construire comme on a fait sur l'espace de vie sociale avec les habitants, les associations et puis les services municipaux. Voilà, on est vraiment dans cette volonté de transversalité, quoi. Fabienne. Françoise. Ouais, bravo. Vous avez gagné un parasol Cronenbourg. Bonjour. Moi, ce qui m'a interpellée, c'est l'absence, donc, vous disiez de mixité de genre. Je voulais savoir si vous avez prévu quelque chose pour ça. Est-ce que vous utilisez aussi un champ lexical un petit peu féminin? Je trouve il y a maman-enfant, cuisine. À part les grands chefs, ça reste quand même assez féminin. Du coup, est-ce que vous, je sais pas, vous avez installé un atelier menuiserie, quelque chose pour attirer ces hommes?
Ben non, on essaie justement de pas être dans ces classifications genrées. On fait un atelier bricolage demain avec la ressourcerie qui est sur le territoire et il y a que des femmes inscrites. Donc justement, on essaye de pas être là-dedans. Donc oui, il y a un travail pour essayer d'aller vers ces publics masculins. Donc on les a un peu, mais c'est vrai qu'on les a moins. Je sais pas si toi, tu peux répondre à une chose. Non, j'allais dire, on les a un peu aussi, et on est souvent pris dans cette question. On dit, là, vous posez la question de, mais on pourrait mettre un atelier en place qui attire entre guillemets. Mais non, mais je vois, mais au-delà de la menuiserie, on pourra en imaginer un autre moins genré, mais on se dirait que ça fait venir des gens. Et on est toujours pris entre le truc de, du coup, qu'est-ce qu'on impulse nous, et qu'est-ce qui vient des personnes. Et du coup, peut-être, ça serait plutôt se dire, bah, on essaye d'aller à la rencontre d'hommes, de pairs du territoire ou autre, de voir finalement ce qui eux pourrait leur plaire avant de faire une proposition. Et mais après il y a aussi la question de, finalement on le voit là nous à l'EVS, mais dans beaucoup de centres sociaux, dans beaucoup d'espaces associatifs aussi ou autres, où du coup dès qu'on est dans le, enfin il semble que dès qu'on est dans le soin ou d'en prendre du temps pour soi ou de venir avec les enfants ou de, voilà, même dans nos métiers en fait, aujourd'hui la salle elle est beaucoup plus féminine que masculine. On reste dans ces stéréotypes de genre-là. Nous, ce qui nous intéressait, la dernière fois, on est allé voir Mérieux et on en avait parlé. On ne sait pas encore par quel bout l'attraper, mais c'est la question de la place du père dans la famille, de la place de la virilité dans la famille, et du coup de comment on transmet, etc. Et de réfléchir un peu ces trucs-là. Après, pour l'instant, on l'a en réflexion. Et c'est vrai qu'il y a un peu plein de choses en même temps, mais en tout cas, on l'a en tête. On ne sait pas si on va y réussir, mais on se pose effectivement les questions de comment toucher peut-être plus les papas ou les hommes en tout cas. Et après, si juste pour, et c'est que du coup là, on commence à créer quand même un peu de lien aussi, mine de rien, avec des jeunes du coup qui sont proches de l'espace public, proches de Malraux. Et là, à l'inverse, on a une non-mixité dans l'autre sens. C'est qu'on se voit en fait, c'est plutôt des jeunes hommes ou hommes qui sont dans l'espace public à ce moment-là, et du coup où là il y a, bah après à voir ce qui se passera, je sais pas, mais en tout cas voilà. Et donc là il y a une non-mixité qui se joue dans l'autre sens. Donc voilà. D'autres questions, Félix? Ah, vous me faites courir. Vous avez parlé d'un collectif qui prend les décisions. Vous avez peut-être pas encore eu le cas, mais j'aurais aimé savoir comment vous renouvelez ce collectif et comment il évolue, comment vous changez les gens qui y participent. Oui, en effet, là, on n'est pas dans le cas où on a renouvelé, mais en tout cas, pour l'instant, on a pensé ce collectif sur 1 an et demi. Et après, on est assez libre, notamment pour la place des habitants. Il y a vraiment la possibilité d'intégrer le groupe au fur et à mesure. Là, pour l'instant, on a 8 habitants, alors qu'on avait 10 places. Et donc, progressivement, il y a des habitants qui peuvent s'inclure dans le projet. Mais il y a vraiment un enjeu de respecter aussi le rythme de chacun, etc. De pouvoir prendre le temps d'accueillir ces personnes-là et des personnes qui sont aussi proches du projet, quoi. Il y a vraiment cette idée que les gens puissent s'approprier le projet, et on le voit aujourd'hui, il y a beaucoup d'habitants en fait qui sont les meilleurs relais, qui sont du fait qu'ils aient participé au démarrage du projet. Ben en fait ils sont plus à même à parler du projet à leur père PAIRS, hein, du coup, et de pouvoir du coup coopter, si on peut dire comme ça, et amener aussi les personnes à intégrer ce collectif-là. Ouais. Une sorte de concentricité ou de capillarité. Ouais. J'ai été grondé. Il faut donc que nous passions sans transition aucune à Roc, où tu pourras parler aussi, qu'il y a d'ailleurs de ce dedans dehors qui est aussi très présent au moulin, hein, avec des potagers et tout. Le dedans dehors. Les bords de Garonne là. Vous avez un potager rockois? Oui, alors on a un potager, enfin il appartient à une association, mais on participe à des actions avec eux. Donc moi je vais parler du bâtiment, un peu de l'historique du lieu très rapidement. Donc en fait c'est un moulin qui a été rénové en centre culturel il y a une vingtaine d'années. Donc Roc, c'est une commune en périphérie de Toulouse avec 5000 habitants. Il a eu pas mal de transformations au sein de
à l'intérieur, avec tout d'abord donc un centre culturel, après et maintenant un tiers-lieu culturel. Donc en fait, dans ce lieu, vous avez une salle de spectacle qui accueille 200 sièges, qui est aussi référencée salle de cinéma. Et vous avez une médiathèque, une salle d'exposition et des espaces à partager. Quand il a été transformé en centre culturel, c'était des espaces assez cloisonnés, une médiathèque au premier étage, un hall d'exposition, une galerie d'exposition au second étage. C'est un bâtiment sur 2 niveaux, je pense beaucoup d'entre vous le connaissent. Et au rez-de-chaussée, c'est essentiellement des bureaux ou des salles associatives cloisonnées. Il a ensuite été accueilli, enfin il y a eu une délégation de service public pour accueillir une grande compagnie théâtre qui s'appelait Le Grenier, et c'était pour parler de l'identité du lieu, et donc on l'appelait beaucoup Le Grenier à cette époque-là, c'était à l'époque 2008-2013. Puis ensuite, la convention s'est arrêtée. Il est redevenu centre culturel avec une vraie politique culturelle, avec une tentative de trouver une identité, une médiathèque qui était essentiellement au premier étage, un peu isolée du reste, et des spectacles qui demandaient qu'à être connus, mais avec une communication assez timide à ce niveau-là. Et l'ancienne équipe municipale a souhaité en 2018 travailler sur un nouveau projet de tiers-lieu culturel, et avec une inauguration en 2019. Donc tiers-lieu culturel, ouvrir les espaces. Donc il y a eu, moi je suis arrivée en 2020, donc je vous la fais rapide sur les différents projets, les différentes idées qui ont été mises en place, mais l'idée c'était d'ouvrir le lieu à tous, et notamment à la vie associative, aux habitants, c'était de faire ensemble et de vivre ensemble. Donc il y a eu pas mal de comités de pilotage qui ont été mis en place, des suivis de projets pour en faire ce qu'il est aujourd'hui. Donc au rez-de-chaussée, une médiathèque. La médiathèque a été éclatée en fait dans le lieu. Elle n'est plus au premier étage, elle est au rez-de-chaussée et au second. Donc au rez-de-chaussée, vous avez tout ce qui est fonds adulte, avec les romans, les périodiques et un coin cuisine-bar. Vous avez également une grénothèque avec, on appelait ça l'espace végétalisé, où vous pouvez retrouver du coup tout ce qui est sport et tout le la documentation bien vivre. Et le premier étage a eu du mal à trouver son identité, puisqu'ils l'ont appelé espace à partager, mais depuis peu, il accueille du coup l'espace numérique. Nous avons 4 ordinateurs que nous mettons à disposition, donc on les sort, on les range, ces ordinateurs portables. C'est également l'espace pour l'accompagnement à la scolarité. Donc l'espace jeunesse vient 2 fois par semaine pour le classe élémentaire et le classe collège, pour du coup mixer avec et faire de la transversalité. Et ensuite vous avez également la Maison pour tous, qui est un centre social qui du coup physiquement est dans nos lieux depuis mars dernier. Et enfin, qu'est-ce qu'ils font la Maison pour tous? Je pose la question parce que j'étais... Donc la Maison pour tous, il y a une référente famille qui a été recrutée en mars dernier. En fait, c'est un espace de vie sociale pour permettre aux usagers de pouvoir bénéficier d'activités, d'actions socio-culturelles dans un espace dédié, faire des sorties, etc. Donc il y a une personne qui a été recrutée à ce niveau-là, et il y a du coup un accompagnement parentalité qui est en train de se créer. Voilà. Et le choix physiquement de mettre cette Maison pour tous dans le lieu, c'est que le lieu aujourd'hui, c'est le point d'entrée de la collectivité. Donc moi je m'occupe du service culturel, mais également du service vie associative. Donc l'idée c'est que le moulin devienne le point d'entrée des services de la commune, mais aussi des usagers sur le territoire de Roques. Voilà, et ensuite, pour finir, le second étage est l'espace plutôt jeunesse. Vous avez également tout ce qui est art créatif, et la salle d'exposition qui a été scindée en 2. Du coup, vous avez au lieu d'avoir 200 mètres carrés, on a 100 mètres carrés. Voilà. Du coup, je voulais parler aussi du projet de territoire, le projet du coup des élus. En 2020, donc à mon arrivée, il y a eu une nouvelle équipe municipale qui a été élue, avec un souhait
vraiment fort de pouvoir proposer une vraie politique culturelle et une politique sociale, éducative également. Donc, ils ont mis en place un diagnostic territorial dès leur prise de poste, et ce qui a du coup permis en fait de dégager un besoin sur tout ce qui est la transversalité entre le social, l'éducation et la culture. Donc en fait, on s'y retrouvait nous dans nos différents services qu'il y avait déjà au sein du lieu, et on essaie aujourd'hui de travailler en transversalité entre tous, et on a mis en place un projet culturel qui répond à ces objectifs-là. Donc faire vivre le lieu, le vivre ensemble, et travailler sur des thématiques qui englobent du coup l'éducation, le social, la culture. J'ai quelques exemples, mais je vais relire. Vas-y. Je vais relire les notes de Romain puisque je veux bien, merci. J'ai noté la notion de quiche boom. Ouais. Si tu pouvais nous parler de la quiche boom. Oui, avec plaisir. Donc, par rapport à la présentation, je vous l'ai faite. Donc, Romain a retenu dans la présentation que je lui avais faite que tout est prétexte à fête. Si vous voulez, on est 8 agents à travailler au moulin, et l'idée c'est de travailler en co-construction déjà entre nous. C'est permettre aux agents de la lecture publique de pouvoir mettre en avant leurs compétences, parce que moi, quand je suis arrivée, ce que j'ai observé, c'était que j'avais des collègues de travail qui étaient un peu effacés, qui avaient un besoin qu'on s'intéresse à eux tout simplement, sur leurs compétences et sur ce qu'ils avaient envie d'en faire de ce lieu. Donc une constante adaptation en fait de ces personnes, puisque ce sont des personnes qui sont là depuis 15 ans, minimum. Donc, du coup, ils ont vu la transformation du lieu au fil des années, et commencent à se réinventer chaque fois que le lieu ou que la politique culturelle de la ville change. Si je peux me permettre, peut-être, Cléa, qu'effectivement, à Roc, il y a énormément de renouvellement de projets. Enfin, il y a vraiment beaucoup de vision politique. Et après, derrière, il y a peut-être eu un petit déficit, oui, sur le segment avant d'en arriver là, de portage managérial. En fait, c'est un gros mot, mais voilà, c'est ça. D'accompagnement des équipes. Et oui, j'ai souvenir, moi, d'avoir vu des visages violentés, quoi. Enfin, voilà, on sentait c'est de la violence, quoi. Beaucoup de changements, et la lecture publique n'était pas la priorité des élus ou de l'ancienne direction. Aujourd'hui, on est là pour travailler tous ensemble, que ce soit le service, tout ce qui est spectacle vivant, cinéma aussi, parce que on fait du cinéma, on accueille les écoles, et puis on propose aussi une programmation cinéma. L'idée, c'est de travailler tous ensemble en collaboration. Donc j'ai peut-être des petits exemples sur le fait de travailler sur la thématique Nuit de la lecture. Donc, les agents de lecture publique travaillent sur un projet, mais il y a aussi la chargée de la programmation culturelle qui travaille aussi. Il y a aussi la personne en charge de la vie associative qui va apporter aussi ses idées pour qu'on met du coup autour de la table pour essayer de sortir un programme lors des Nuits de la lecture. Donc, c'est l'exemple que j'ai donné puisque on parlait du corps, et en janvier 2024, la thématique de Nuit de la lecture, c'est le corps. Du coup, l'idée, c'était de partir sur un moment festif avec ce qu'on sait faire. L'idée, c'est pas de se réinventer et de faire des choses qu'on maîtrise pas, mais c'est de savoir qui fait quoi dans le lieu, qui sait faire quoi. Donc j'ai un collègue, il chante, il danse, il raconte des histoires, il invente des histoires. Donc voilà, là on a quand même une perle. Ensuite, j'ai une personne qu'on a recrutée en mars dernier qui était du coup animatrice au centre de loisirs, qui a souhaité intégrer l'équipe parce que elle faisait aussi l'accompagnement à la scolarité. Donc l'idée, c'était de pouvoir être vraiment dans le lieu, parce qu'elle trouve un intérêt à travailler sur des projets socioculturels, éducation et culture. Donc elle a fait l'école des Beaux-Arts. Donc du coup, c'est notre animatrice culturelle qui nous fait du coup les hirondelles en origami, et pas que, mais et aussi tout ce qui est embellissement du lieu, parce que à chaque thématique, on essaye d'embellir le lieu sur la thématique choisie. C'est elle qui va choisir les collections pour les mettre en avant. Et ensuite, on a un autre agent qui est plus bien-être, crénothèque, bien vivre, etc. Donc, elle a aussi une particularité qui
qui est intéressante, et enfin une personne qui est plus dans l'accompagnement et dans l'accompagnement pour les tout petits. Donc du coup voilà, c'est grosso modo voilà les agents qui travaillent à la lecture publique qui ont chacun leurs compétences et leurs spécificités. Et donc quoi faire au nu de la lecture? Ben en fait on a décidé de mettre en place un samedi compté, puisque nous on le fait le samedi. Le samedi compté, c'est quoi? On raconte des histoires, on invente des histoires et on partage un morceau de comté à la fin de l'intervention. Ensuite, on propose aussi des ateliers participatifs, ou alors ils participent à un atelier découverte l'après-midi. Et l'idée, c'est pas de laisser son enfant à l'activité, parce qu'atelier de suite, on laisse son enfant, nous soit on regarde ou on en profite pour faire les courses. Non, en fait, les parents ne peuvent pas laisser leur enfant. C'est soit ils participent à l'atelier avec leur enfant, ou ils ne participent pas à l'atelier tout simplement. Gentiment dit, bien sûr, mais ça fonctionne et on se rend compte en fait que les gens, ils ont besoin de ça sans le savoir. On a fait l'année dernière un atelier danse pour les nuits de la lecture. On s'est rendu compte, il y a des papas et des mamans qui dansaient avec leurs enfants et ils se découvraient avec leurs enfants. C'était assez sympa, assez riche. Donc là, cette année, on refait la même chose, mais sur plutôt le tournoi Gen Z. Donc on va louer ou emprunter vu que c'est le corps, on va emprunter des consoles de jeux. Et ensuite, on a l'intention de faire une boom qu'on a appelée Choco Boom. Donc en fait, l'idée c'est de pousser tous les meubles du rez-de-chaussée. Sa particularité du rez-de-chaussée du lieu, c'est que tout est sur roulette. Donc au-delà de la programmation culturelle et les apéros-concerts, on fait aussi maintenant des booms. Donc on a une sono, on met la musique et on s'improvise DJ et animateur d'après-midi ou de soirée. Ce qu'on a fait cette année et qu'on souhaite refaire l'année prochaine. Puis ensuite, on a quand même notre spectacle qui interviendra dans la salle. Comme ça, on utilise vraiment tous les espaces. Et à l'issue du spectacle, l'idée, c'est de redanser après, puisque on n'en aura pas eu assez avant le spectacle. Et là, on fait du coup une quiche boom. Donc, au lieu d'avoir les brochettes de choco fruits, on aura du coup la quiche, la pizza et puis la musique. Voilà. Après, ça a peaufiné, mais voilà. Puis voilà pour la nuit de la lecture. Et ensuite, je peux parler des partenariats autres que ceux avec les services de la collectivité. On a le Conservatoire de rayonnement intercommunal, le CRI, qui rassemble 4 communes avec qui on travaille beaucoup depuis qu'il est en place. On travaille beaucoup et de plus en plus, puisqu'elle est la directrice est force de proposition pour nous proposer des actions culturelles supplémentaires aux sorties ou au spectacle de fin d'année. Et on a un partenariat qui se développe avec le Secours catholique et ce conservatoire, c'est-à-dire qu'on offre des places au Secours catholique qui souhaitent venir. Donc il y a un vrai travail avec la chargée de vie associative de demander en fait de faire vraiment une présentation du spectacle, de ce qu'ils pourraient en faire, et ensuite eux ce qu'ils aiment c'est partager un repas. Donc du coup à la fin ils se retrouvent au coin cuisine bar qu'on a au rez-de-chaussée et puis ils discutent du spectacle. Et il y en a ils ont jamais été dans une salle de spectacle et n'ont jamais été dans une médiathèque. Et ce qui est rigolo, c'est ce qui est vraiment valorisant pour nous, c'est qu'ensuite il y a des personnes qui sont quand même revenues, s'ils s'entendent tellement bien, ils sont revenus pour prendre la carte de la médiathèque. Donc c'est peut-être 1 ou 2 familles, mais pour nous c'était quand même très important. Voilà. Après, je pourrais parler d'autres choses, mais on a mis en place dernièrement le facile à lire sur le département. Il y a très peu de communes qui sont dotées de ce service-là. Donc, on a monté un dossier et on vient d'avoir la subvention du CNL pour la particularité du projet. Et on travaille essentiellement avec du coup les associations de la ville, donc l'association des parents d'élèves, le Secours catholique et une autre association Maison Bleue qui s'appelle qui permet à des enfants dyslexiques de pouvoir bénéficier de certains services. Et on a mis en place toute une programmation culturelle dès la rentrée pour pouvoir accueillir ce nouveau service qui sera du coup dispatché entre le rez-de-chaussée et le second étage. Il ne sera pas cloisonné dans un espace. De toute façon, on n'a plus de cloison, donc on peut pas. Voilà. Je préfère les questions maintenant. Merci Clélia, merci Madeleine. Est-ce que vous avez des retours? Est-ce que je donne la parole à Claude Poisneau pour une première semi-intervention? Non.
Non. Il a faim. Il s'est levé à 6 heures du matin. Non, mais je pense que, enfin, je préférerais que la salle intervienne. Voilà, on n'a pas le temps. Intervenez donc, salle. Alors, je sais pas, autour de la notion de fête, de coélaboration, de participation des habitants, dont on voit bien que le curseur n'est pas mis exactement au même endroit sur ces deux manières de faire lecture publique, sur peut-être, je sais pas, l'inclusion. Damien veut parler d'inclusion. Oui, c'est très bien, mais en aucun cas, j'adore ce qu'ils font, c'est formidable. Hein, mais ce ne sont pas des médiathèques ni des bibliothèques. Ce sont des centres sociaux, ce sont des réunions de lieux, et je trouve ça topissime quand ils veulent, nos élus, ils font ça. Mais voilà, ce sont des groupements. Qu'est-ce qui, pour toi, est excluant de la notion de lecture publique dans ce que tu viens d'entendre? Non, absolument rien. Seulement je dis que ce qu'elles organisent est franchement bon, faire des quiches pizza, moi je sais faire que des quiches, hein, donc moi je trouve ça génial. Après se l'approprier, nous, ça peut être difficile pour plein de raisons différentes, dans la taille de nos bibliothèques, dans le financement de nos animations, dans ce genre de choses. Je dis pas il faut l'exclure, je dis prévoyons ce genre de choses déjà au hasard dans les conventions qu'on signe des médiathèques avec les mairies, car nous, malheureusement, on est très mal placés. Même si on essaie de nous faire croire que non, c'est à vous de faire le forcing, c'est faux. On est les pires personnes pour ce genre de choses, déjà parce que soit on est salarié, soit nos subventions dépendent même s'il y a des conventions signées avec la médiathèque départementale. Alors, je vais pas rentrer dans le « oh mon Dieu, on est pauvre, c'est une catastrophe ». Néanmoins, ça fait partie des choses bloquantes qui, oui, quand on organise ce genre de choses, c'est pour notre pomme. C'est nous qui finançons, c'est avec nous. Moi, c'est pas moi qui, enfin, moi, je suis issue je travaille dans le milieu culturel depuis un certain nombre de temps, mais c'est des idées des médiathécaires. Ça n'a pas tombé du centre social. Le centre social vient juste. Non, c'est pas ce que je dis. C'est que dans l'organisation, etc., je parle pas des idées ni de la mise en place. Je parle de comment est-ce qu'on peut le faire chez nous. Par rapport au lieu, ça c'est évident. C'est si on n'a pas le lieu pour pouvoir organiser ce type de manifestation, c'est compliqué. Et aussi la volonté politique de pouvoir mettre sur la table les budgets nécessaires. C'est ça. Nous, on a déjà du mal à exister. C'est-à-dire que quand on parle de volonté politique, il faut bien savoir que dans nos villages à nous, on existe déjà. On est super content d'exister. Mais après, on voit pas un élu. Sur les plans d'éducation, quand on figure dedans, il y a deux lignes. Même si on fait des choses, si on a des partenaires également, si on essaie de créer une dynamique de façon à ce qu'un animé, vous connaissez, c'est le maître de la vie, ça reste quand même des choses qui sont, où je le répète, nous quand on organise quelque chose, c'est pour notre pomme. C'est nos bénévoles qui font les quiches, ça sera pas en heure sup, ça sera, voilà. Et ça, quelque part, quand on nous dit mais faites-le, c'est gratuit, vous inquiétez pas, on fournit le spectacle. Ouais, mais si on vient, ce sera du pur bénévolat. Donc là-dessus, on va le faire de temps en temps, on va le faire pour des choses marquantes, mais l'organiser de façon pérenne, non. Après, c'est aussi une vision à faire, à promouvoir et à infuser auprès des décideurs politiques, notamment via, effectivement, tu as raison, certaines politiques publiques supracommunales, quoi. En l'occurrence, oui, un schéma départemental, ça peut aider à ça. On avait intégré la notion d'hybridation des espaces, des services. Je vous dis, je parlais d'outils tech, moi, pareil, en 2017 là. Ce qu'on peut constater, c'est que sur un certain nombre de dimensions, on n'a peut-être pas tant que ça mué. Notamment sur la participation des usagers, je pense qu'on a encore un petit, encore un petit step, il me semble. Mais en tout cas, là, on est en train de réfléchir à la nouvelle politique publique départementale en matière de lecture publique, et peut-être que, un certain nombre de choses qu'on a entendues ce matin pourraient être mises en avant dans les critères de subventionnement, de normativité. Voilà. Est-ce qu'on enchaîne? Ouais, je vois des opinages de chefs. Regardez leur Romain. Oui, je l'ai regardé. Ah non, vous. Ah, excusez-moi, quelqu'un veut. Rosemonde, tu veux répondre? Ah, d'accord, j'avais pas compris. Oh là 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 là. Elle a 3 coups d'avance.
Putain, elle est forte. C'est ça, j'y pensais justement quand j'ai entendu. Eh ben, allez-y, du coup, Rosa, donc Voilà. directrice de la médiathèque du Foga. Les Deux Rives? Les Deux Rives, voilà, 2000 habitants. Donc c'est un projet qui a été porté par la municipalité. Donc c'est une médiathèque dite classique. Voilà. Elle remplace une petite bibliothèque qu'il y avait au sein de la mairie de 20 mètres carrés. Voilà, donc il y a eu un gros investissement de la part de la municipalité. C'est un projet qui a été pas soumis aux adhérents, etc., mais qui a été bien pensé avec l'aide de la médiathèque départementale et de notre référent Georges Dasque. Donc c'est pour cette raison que nous avons un mobilier qui est modulable. Donc, c'est-à-dire qu'on peut vraiment tout mettre sur le côté et accueillir des formations. On a eu une formation de la médiathèque départementale tapis lecture. On a eu la réunion de secteur il y a pas très longtemps. On peut faire des animations et donc on a une jauge publique d'environ 50 places. On a même accueilli cet hiver, alors en dehors des heures d'ouverture, des cours de yoga, parce que les salles municipales n'étaient pas très bien chauffées, la médiathèque l'était. Donc voilà, ça nous a permis de faire ce genre de choses. Donc ça a été aussi pensé comme un espace très accueillant, avec beaucoup de canapés. Il y a un jardin d'hiver et il y a aussi un bar. Qui plaît beaucoup à nos usagers. On offre le café, le thé et même des petits chocolats. Voilà. Ça, c'est pas grand chose, mais c'est énorme. Mais c'est énorme et vraiment gratuit, ça fait plaisir. C'est hyper, voilà. On pas très cher à la mairie, hein. Un budget bien correct, voilà, les 3 € par habitant pour le budget d'acquisition et pour les animations 2000 à 3000 €. Donc ça nous permet d'être assez attractif à ce niveau-là. Voilà, c'est confortable. Il y a eu l'embauche de ma collègue à plein temps, donc nous sommes 2 plein temps sur le Foga. Et ce qui est donc là pour le coup un vrai choix politique, hein, Rosa. Ouais, voilà, donc c'est là ça. on a 2 équivalents temps plein pour 2000 habitants. Je pense pas que vous soyez très nombreux, y compris Damien, 2000 habitants d'ailleurs, qui est toujours tout seul depuis 10 ans, hein. Non? Ah. Alors, Rose aussi d'ailleurs. On a aussi les bénévoles, j'y viens. Juste avant, une grosse amplitude horaire qui a été une volonté municipale. Donc, on est à 24 heures ouverts au grand public, plus les 6 heures dédiées aux écoles. Donc, on a très souvent du public avec nous. Donc, le service interne, on le fait. Ça, c'est quasiment 2 fois plus ouvert que les minima qui sont dans notre schéma départemental. Voilà. Et ça, c'est pendant la période scolaire. Et pendant les vacances, on est ouvert 28 heures. Ouais. Voilà. Ah oui, d'accord. Pendant l'ouverture au public. Voilà. Il y a des plages qui sont plus ou moins, plus ou moins affluentes. En gros, tu vas éviter de faire ce taf-là le samedi, le mercredi, bien et puis sûr. après le travail des gens. Et puis, oui. si t'es ouvert 26 heures, t'es forcément ouverte à des moments où il n'y a pas trop de monde non plus. Exactement. Donc, en fait, on s'adapte. Voilà. Et nous avons la chance d'avoir une élue à la culture qui est très impliquée. Voilà, qui participe à toutes nos animations et qui a su faire le lien aussi entre les 2 municipalités. Donc, notre structure, j'ai oublié de le dire, elle est ouverte depuis 2020. Voilà, elle est toute récente. Et nous avons effectivement une équipe de bénévoles. Ils sont 5 et ils sont très très dynamiques. Alors non seulement ils participent aux activités, quand on a besoin d'eux, ils répondent vraiment à tout ce qu'on leur demande. Quand on a des manifestations comme la journée nature, la journée du patrimoine, voilà, on fait appel à eux et ils sont là. Mais ils sont aussi force de proposition. Donc par exemple, c'est à leur initiative qu'on a accueilli un groupe de flamenco. C'est à leur initiative qu'on s'est déplacé en bus au musée du chocolat. Ça a été très sympa, ça a beaucoup plu. Voilà. Et ils prennent aussi en charge des animations. Donc ça, c'est pas négligeable.
On a Marie-Christine. Alors, en fonction de leur appétence, en fait. Donc, Marie-Christine s'occupe des jeux de société en direction du public jeune. Jean-Louis, alors, avait une plage, participait au départ au café littéraire. Et le format ne lui convenait pas vraiment parce que la présentation ne devait pas durer plus de 5 à 10 minutes. Donc, on lui a créé une plage spéciale pour lui. Et il nous fait des mini-conférences sur des sujets qui l'intéressent. Donc, il a fait Bourdieu, il a fait le réchauffement climatique. Et dernièrement, la création des monothéismes. Voilà. On a des bénévoles qui font aussi du soutien scolaire. Donc, ils sont très, très actifs. Voilà. Mais c'est intéressant ce que tu dis, Rose, du coup, sur le fait que la proposition de ce Jean-Luc, c'est ça? Jean-Louis? Jean-Louis, oui. Était pas forcément hyper consonante avec ce que vous, toi et ta collègue Martine, hein, pour le coup. Oui, Martine, c'est ça. Vous imaginiez comme participation et vous avez bricolé quelque chose, voilà, pour donner un espace, mais que ce soit pas, ça c'est chouette aussi. Voilà. Et après, nous avons à cœur, nous, d'être très à l'écoute de notre public, un petit peu comme mes collègues à côté. Voilà, très à l'écoute et de créer beaucoup de liens avec notre public, ce qui nous permet après, quand on sent qu'il y a l'opportunité, qu'il participe à nos animations. Donc, ça a été le cas, par exemple, pour une jeune fille qui venait de terminer son mémoire sur l'évolution du droit des femmes en France de la Révolution à nos jours. Donc, on lui a demandé de présenter son mémoire au public. Ça a beaucoup plu et on fait une deuxième séance parce que tout le monde n'a pas pu venir à la rentrée. Voilà. Ça permet également... on a aussi... Attendez, je me suis perdue, excusez-moi. Oui, voilà. Je continue là-dessus. On a aussi une animation qui s'appelle « Le souvenir d'ailleurs ». Et donc, un monsieur qui est parti en Uruguay nous a fait un retour de son voyage accompagné d'un guitariste uruguayen. Donc, c'était très sympa. Ensuite, on a une dame qui s'est proposée de nous faire un jeu de piste en anglais cet été. Voilà. Et on crée aussi du lien entre nos adhérents. En fait, c'est ce qu'on souhaite faire, nous. Donc, on a une maison, une résidence senior juste derrière la bibliothèque. Donc, on a réfléchi aux moyens de fédérer du lien entre eux. Et ce qui est ressorti, c'est des séances de Scrabble. Donc, tous les jeudis, après-midi, nous avons des séances de Scrabble à la médiathèque. Et c'est très sympa. Voilà. Et également... Le jeu vidéo, Rosemonde. Rosemonde a acheté une Switch il y a un an. Et elle a décidé avec Martine qu'elle ne l'utiliserait pas. Expliquez-nous pourquoi. Ah non, on a vraiment beaucoup de mal avec ce média-là. Voilà, parce que on est maman et que on n'a pas forcément envie que nos enfants passent beaucoup de temps, comme beaucoup de parents, sur les jeux vidéo. Voilà, donc donc on en est là de notre réflexion. On va peut-être évoluer. Déjà on l'a, oui, on en a fait l'acquisition. Voilà. C'est entre nous. On l'a vu. Voilà. Et juste un autre exemple. Donc, il y a une dame turque qui est venue faire appel à la médiathèque pour du soutien scolaire pour ses filles parce qu'elle venait d'arriver, elle parlait pas très bien le français. Donc elle demandait du soutien scolaire. Donc ça, nous, c'est nos bénévoles qui s'en sont occupés. Et on s'est interrogé, on s'est dit, ce serait peut-être sympa de faire des conversations en français pour le public. Ouais, voilà. Donc c'est ce qu'on a mis en place et on n'a pas eu besoin de faire de publicité parce qu'ils ont un réseau impressionnant et elle a tapé sur le téléphone, voilà. Et donc du coup on a eu 12 personnes qui sont venues au cours de français. Cours, conversation, hein, voilà. Et c'est très très bien, oui. Et du coup, le but, ce serait que dans le cadre du souvenir d'ailleurs, ils présentent leur pays. Ça nous ferait vraiment plaisir. Ce serait une belle reconnaissance pour eux aussi. Voilà. Bon, mais voilà, tu tires de la continuité Bon, c'est chouette.
Est-ce que vous avez des réactions? Est-ce qu'on passe à Maryse? Je regarde l'heure, c'est pour ça que je me permets cette relative. Ouais, Jean. C'est juste une petite remarque sur la bibliothèque du Foga où je suis allé il y a justement pas très longtemps. Tu disais que la médiathèque est très bien faite et moi c'est ce qui m'a frappé quand on est dans ce bâtiment-là, c'est qu'on se sent hyper bien accueilli. On parlait d'individus tout à l'heure, on est hyper bien accueilli en tant qu'individu et l'aménagement des espaces, la disposition des espaces fait qu'il y a plein d'endroits, de coins, la véranda, les petits fauteuils à droite à gauche, les petits espaces qui font qu'on se sent accueilli, on a envie d'y rester, de se poser, quels que soient nos envies, nos besoins, nos hobbies. Enfin, en tout cas, c'est vraiment un lieu très très bien fait pour ça et c'est une vraie réussite, en tout cas de ce que j'en ai vu. Voilà. On va vous renommer le hamac. D'autres réactions ou je passe la parole à Maryse? Claude, non, ça va? On part assez... Non, on part pas encore à Séged, mais à chaque fois, c'est le dernier rang. Sur votre remarque sur les jeux vidéo, alors je comprends tout à fait que vous soyez pas très à l'aise avec. Par contre, j'ai eu un argument très intéressant à Plaisance du Touche où il disait justement sur les enfants qui ont trop d'écran, trop de jeux vidéo, qu'en fait la médiathèque était aussi un endroit où les parents laissaient les enfants faire du jeu vidéo parce qu'il y avait un cadre, parce que le temps était limité, parce qu'ils savaient que les jeux étaient sélectionnés et que c'était peut-être une façon de faire du jeu vidéo, je sais pas comment dire, safe ou enfin voilà. C'est en réflexion. Tenez. Voici donc. Oui, non, effectivement, là-dessus, je rigole, hein, mais je provoque volontairement. Non, mais l'idée, c'est quand même de faire en commun, et c'est ça en fait la médiathèque. Le jeu vidéo en médiathèque, c'est pas d'être isolé au final, c'est de se retrouver dans un lieu qu'on aime et de jouer ensemble et de faire ensemble. Le jeu vidéo, c'est juste ça. Oui. Ce serait l'argument qui pourrait nous faire basculer. Oui. Et c'est pas du tout écran au final, parce qu'on discute. Parce qu'il y a plein d'exemples de médiathèques qui ont mis ça en place et où ça, justement, ça se passe très bien, en fait. Ah, mais j'ai pas de doute que ça se passe pas bien, voilà. Mais c'est voilà. Et du coup, moi, je suis à Roufiac-Tolosan, on est à peu près sur une structure similaire, 2020, 2000 habitants, et on a un lieu de convivialité, un baby-foot et des consoles de jeux aussi. Et en effet, on a mis un temps de 30 minutes, mais on a aussi des enfants qui ne peuvent jouer que à la médiathèque parce qu'ils n'ont pas chez eux de console de jeu et les parents sont contents en fait qu'ils puissent jouer là avec leurs copains et petit à petit ils se sont un peu aussi déridés là-dessus parce qu'ils ne voulaient absolument pas en entendre parler et finalement c'est un temps de partage avec leurs copains de classe à la médiathèque, une demi-heure, ils savent que c'est une demi-heure, c'est comme ça. S'ils veulent rejouer, il faut qu'ils fassent autre chose aussi avant de pouvoir rejouer. Et je pense que c'est quelque chose que les parents aiment bien et les parents jouent avec les enfants. Et c'est pas forcément des gens qui ont des consoles chez eux en effet. C'est des gens qui n'en ont pas. Et je trouve que c'est aussi intergénérationnel quelque part. On a le baby qui marche vraiment très bien avec les grands-parents aussi et les petits-enfants, mais ça se retrouve aussi dans les consoles de jeux. Et moi, je suis pas du tout quelqu'un qui joue aux jeux vidéo chez moi non plus, et j'ai des enfants de 7 ans qui ne jouent pas aux jeux vidéo encore. Donc je pourrais avoir peut-être une espèce de réticence là-dessus, parce que je me dis il y a déjà trop d'écrans et en fait j'ai changé d'avis en voyant la pratique et puis un peu le cadre qu'il y a autour. Donc voilà. Je ne peux qu'encourager en fait. Bon. Ben, c'est chouette. Vous êtes voilà, vous êtes bardé de suggestions et de... Bon, c'est bon, j'ai réussi mon coup. Merci, et la salle. Maryse, à toi. Alors, bonjour à tous. Alors, moi, je vais commencer par une petite anecdote, parce que j'aime bien faire un peu différemment. Vous vous imaginez, on est au mois de juin 2021, avec un orage à peu près aussi fort que ceux qu'on a connus il y a quelques jours, quelques semaines.
Et puis on a un de nos 2 salariés qui rentre chez lui en voiture sous cet orage, et il voit une personne sur le bord de la route qui marche. Donc il s'arrête et il lui propose de monter dans la voiture. La personne continue, le jeune continue de marcher. Donc bon, il se réarrête à nouveau en face de lui et il lui fait signe de monter. Donc le jeune monte et il comprend qu'il est sourd et que donc ils n'ont pas pu se comprendre dans une première je vais dire relation. Et donc bon, il a ramené ce jeune dans sa voiture au domicile. Il vivait encore chez ses parents. Et il a découvert que Thomas, ce jeune, eh bien en fait, il avait qu'une envie, c'était d'apprendre aux autres la langue des signes. Depuis, donc on a construit avec lui un programme. Il a commencé en octobre 2021. Aujourd'hui, nous en sommes à la 6e session de 10 ou 12 personnes à chaque fois. Et donc, on a même les premiers qui se sont formés, qui reviennent pour des sessions complémentaires pour continuer. Et pour nous, c'est quelque chose qui est très fort, puisque il y a eu l'ouverture. On a une bibliothèque, donc je vais y revenir, pour lequel nous avons été lauréats d'un appel à projet avec Bibliothèques sans frontières. Et Bibliothèques sans frontières, le parrain, c'est Augustin Trapenard. Et donc, quand il est venu inaugurer notre bibliothèque, nous avons proposé à Thomas d'animer un atelier de langue des signes avec Augustin. Et il y a eu toute une capsule vidéo qui a été faite, etc. Et pour nous, c'est un symbole parce que de quelqu'un, Thomas, qui était vraiment replié sur lui, etc. Bon, il donne aussi des cours. Enfin, il va dans l'école de Szeged. Et aujourd'hui, ben voilà, quand on le rencontre, tout le monde au moins lui dit bonjour, signe au moins le bonjour. Et aujourd'hui, Thomas, ben, il est en train de prendre son autonomie, il est en train de prendre un appartement pour lui tout seul. Et ça, je crois que pour nous, ça représente vraiment nos valeurs, à la fois d'accueil inconditionnel, d'inclusion, du pouvoir d'agir, de donner du pouvoir d'agir à tous les habitants du village. Donc je voulais commencer par cette anecdote parce que pour nous elle est importante. Bon, elle date un petit peu, mais pour nous elle est le symbole de ce qu'on a envie de faire dans ce village. Si je reviens sur qui nous sommes quand même, je vais essayer d'être un peu rapide. Donc nous sommes une association, donc Récupalis, dans un village situé donc à Szeged, qui est près de Saint-Lys, de 800 habitants, qui n'a aucun transport en commun, aucun commerce. Et nous sommes la seule entité de vie sociale, je dirais, dans cette commune. L'association a été créée il y a 4 ans. Il y avait 9 personnes qui ont été les fondateurs. Alors au départ, cette association, c'était surtout une recyclerie afin de réduire les déchets. Aujourd'hui, on est à la fois recyclerie, tiers-lieu et bibliothèque, puisque nous sommes implantés dans les anciens locaux techniques de la mairie. Des anciens garages qu'il a fallu retaper, et nous avons également hérité de la bibliothèque. Et donc c'est un petit peu de ce que je vais aussi vous parler tout de suite. Pour nous, ce qui est cette bibliothèque, c'est une toute petite bibliothèque. Je crois qu'elle fait 60 ou 70 mètres carrés. C'est le QG de notre association. C'est le lieu où on fait des ateliers. Je vais y revenir. Elle est ouverte 4 demi-journées par semaine, les jours d'ouverture de notre boutique de recyclerie, mais elle est également ouverte dès qu'il y a quelqu'un dans cette bibliothèque où on travaille, où on est en train de faire des ateliers. Les gens peuvent venir comme ils veulent. Voilà. La particularité, c'est que les gens viennent, choisissent les livres. Alors on n'a pas de collection, on est voilà. Ils viennent. Ce sont que des livres qui nous ont été donnés.
Alors, soit par les particuliers, mais on a eu aussi, grâce à l'appel à projet avec BSF et la Fondation Cultura, on a eu un lot de livres qui nous ont été donnés. Et donc, les gens viennent, prennent le nombre de livres qu'ils souhaitent, l'inscrivent sur un cahier et le ramènent à peu près quand ils veulent. Alors, pour nous, c'est quelque chose de très fort parce que la confiance qu'on fait à notre public, on voit que ça marche parce qu'on a quasiment aucun livre qui n'est pas revenu. Donc pour nous, c'est quelque chose qui est important. Dans cette bibliothèque, il y a également, nous avons ouvert un bar associatif il y a un mois, avec une inauguration, avec quand même une centaine de personnes qui étaient présentes. Pour un village de 800 habitants, c'était pas mal. Et ce bar associatif est ouvert tous les vendredis après-midi et on y propose également des moments de jeu communs. Il est où ce bar, Maryse? Il est au sein dans la bibliothèque. Quand tu rentres, il est à gauche. Voilà. Donc voilà. Sur les activités que nous avons fait pendant l'année, donc nous sommes une 50aine de bénévoles. Nous fonctionnons donc avec une association qui est gérée par une collégiale. C'est pour ça que tout à l'heure Romain faisait de l'humour en disant que j'étais à la fois présidente, secrétaire, comptable, puisqu'en fait la collégiale, nous sommes 4 personnes pour l'instant. Et nous sommes à la fois 4 présidents, 4 secrétaires, 4 on est des gauchistes, quoi. Une collégiale. Toutes les décisions sont prises en réunion mensuelle avec l'ensemble des bénévoles. Et ensuite, on applique, on propose, etc. Ce qu'on a fait dans l'année qui vient, peut-être pour vous donner un petit peu une idée de ce qu'on a pu faire, on a monté un défilé de mode recyclé. C'est-à-dire que au mois d'octobre, pour la journée de la fraternité et de la citoyenneté, on a fait un défilé dans le village avec tous les vêtements qui nous ont été donnés. Bon, on l'a fait un petit peu de manière un peu rigolote, voilà. Nous avons aussi organisé pour la première fois la nuit de la lecture en janvier, donc sur la thématique de la peur. Et nous avons fait un atelier lecture avec les enfants et un atelier lecture avec les adultes. Alors c'était des ateliers de lecture haute et un peu théâtralisés, puisque nous avons constitué au sein de l'association un groupe de lecture. On est une douzaine de personnes dans ce groupe de lecture et on anime à la fois des activités autour de la lecture, mais pas que, puisque voilà, on fait d'autres choses. Au niveau de l'association aussi, puisqu'on propose aussi de retaper des meubles, on a monté un partenariat avec la médiathèque et le point accueil jeunes de Fontenille et on a retapé avec les jeunes 2 boîtes à livres. Donc, qui sont maintenant à disposition sur la commune de Fontenille. On a fait dernièrement, là au mois de juin, des ateliers avec les assistantes maternelles et les enfants du relais assistantes maternelles. Et donc, on a proposé des ateliers. Donc, c'était devant la pelouse, devant la mairie de Séguède. Il faisait très beau. Et donc, on a proposé des ateliers lecture, des ateliers musique, du land art, une chasse au trésor avec les petits. Et ça a été un bon moment de café philo aussi avec les gamins. Le café philo, j'y viens. Donc, en fait, on a dans le groupe lecture, on a une personne qui anime des ateliers philo dans les écoles, dans les collèges. Et donc, on avait proposé en mars un premier atelier pour les enfants le mercredi après-midi. Et puis, ça n'a pas marché parce que les enfants, le mercredi après-midi, ils ont d'autres activités. Donc, on s'est dit, puisqu'ils viennent pas à nous, on va aller à eux. Et on a monté alors un premier atelier en juin avec l'ALAE de l'école. Et donc, comme ça a été concluant, que les enfants ont aimé, on a commencé ce travail avec les animateurs, ce partenariat va se faire au moins 1 à 2 fois par mois avec l'ALAE. Donc ça. Et peut-être dire que nous avons fait il y a 15 jours un repas partagé
toujours la question du repas, on voit bien que c'est quelque chose. Et ce repas partagé a réuni une quarantaine de personnes. Et durant ce repas partagé, nous avons fait des lectures gourmandes. Donc nous avons, avec le groupe de lecture, nous avons proposé des lectures un petit peu humoristiques sur comment bien se tenir à table au 19e siècle avec les interdits, qu'est-ce qui était préconisé. On a fait des textes sur les artichauts qu'on ne mange pas en public, qu'on mange en renversant de son assiette, etc. Une bataille entre le baba au rhum et les gâteaux secs. Enfin, voilà, des petites choses, les 3 messes basses bien sûr. Et donc voilà, on a proposé aussi tout ça. Ce que je dirais, c'est que donc on est en train de préparer donc pour la rentrée donc des ateliers avec les assistantes maternelles pour la création entre autres d'un kamishibai. On va préparer aussi donc la nuit de la lecture avec la LAE sur la thématique du corps. On en a parlé tout à l'heure et tu en as parlé. Et puis on a décidé de décaler en fait notre soirée lecture, nuit de la lecture, pour pas la faire en même temps que tout le monde, parce qu'on sait bien qu'un petit village c'est compliqué. On l'a décalé d'une semaine. Et là, on va lire un texte qui s'appelle Une cirouche poussière de Fabrice Favaro et qui explique en fait c'est l'histoire d'un pays qui est uni et qui est désormais séparé par une frontière. On a repris la thématique de la frontière qui était sur le Printemps des poètes. Voilà un petit peu tout ce qu'on a fait. Donc des salariés, on n'en a pas au niveau de la bibliothèque. On a 2 salariés mi-temps en CDI, un qui anime le tiers-lieu et une qui anime plus la partie boutique. Voilà. Et tout le reste, nous sommes une bonne 50aine de bénévoles. Alors comment vous avez fait connaître comment vous êtes arrivé à concerner 50 personnes En fait, on fait beaucoup de communication déjà. C'est pour ça que tout à l'heure, on a une petite bénévole là qui se cache chez nous, Sylvie, qui est là, à qui j'ai fait un petit signe pour lui dire qu'elle fasse une photo. On communique beaucoup déjà sur ce qu'on fait, parce que on est 800 habitants dans un village sans transport en commun, au fond d'une impasse, faut le préciser aussi. Et donc après, je veux dire, il y a un lien entre les clients qui viennent à la boutique et toutes les activités qu'on propose. C'est la boutique aussi qui fait la boutique aussi, sachant que notre maire est quelqu'un qui est référente de l'économie sociale et solidaire au niveau de l'agglo du Muretin, qu'elle est très très présente, que c'est souvent elle qui vient nous voir en disant il y a tel truc national, vous faites quelque chose, qui vient à toutes les actions qu'on propose. Donc on a quand même on a un soutien politique très fort. C'est un point commun à vos 4 projets, il me semble. Reportage politique. Et on est là pour vous aider, les amis. Après, c'est vraiment le bouche à oreille. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que quand on parle d'accueil inconditionnel, c'est vraiment une de nos valeurs. C'est aussi une de nos valeurs au niveau des bénévoles qui viennent. Et on a, ça va de 17, puisqu'on a aussi des services civiques, des jeunes qui sont dans le cadre du service national, qui viennent les miges. Qui sont là, et donc on a la tranche d'âge, c'est de 17 à 80 ans. Et vous voulez travailler aussi avec des chantiers d'insertion? On va travailler également, on est en train de préparer, le dossier n'est pas encore abouti, mais c'est aussi dans nos projets. Voilà, je crois que j'ai fini, je vous remercie. Belle machine intégratrice, merci Maryse. Il est 12h30. Un petit peu de retour, pas une demi-heure, mais on va quand même se laisser un peu le temps de réagir. Claude, est-ce que vous dites encore non, Claude? Vous avez tenu à réagir moult fois sur.
Non, mais enfin, moi, je félicite tout le monde pour cette inventivité et on voit bien que ça prend des visages différents et que la singularité des bénévoles, elle est là et la singularité des publics, on l'a décrite tout à l'heure. Donc, on voit bien que c'est une condition pour que ça marche et c'est intéressant de le voir à l'œuvre, quoi. Donc, moi, je trouve dans vos projets des choses qui résonnent assez bien avec ce que j'ai dit. Je rajouterais juste pour le coup de marteau supplémentaire sur les jeux vidéo que, évidemment, qu'un autre argument, c'est, en fait, les jeux vidéo représentent une modalité de la culture émergente, enfin, déjà depuis un moment, hein. Et donc, à ce titre, ça a toute sa place dans la bibliothèque et que c'est une condition pour l'appropriation de la bibliothèque par les nouvelles générations. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de choix, en fait. Et mais voilà, ça n'empêche pas, on peut cadrer les choses et le partage, c'est évident. Enfin, donc, voilà, mais je veux pas, enfin, je veux pas faire trop long. Oui. Alors, je dois dire qu'il y a des bibliothèques qui font de la garde d'enfants. Mais ça c'est vrai. Enfin, j'ai relevé cette intention et oui, il y a des familles monoparentales. Oui, c'est un vrai sujet. Oui, c'est un vrai service à rendre. Et j'ai bien relevé le fait que c'était une préoccupation. L'autre chose, enfin, sur ce projet-là, moi j'avais l'idée et je sais que ça a été fait dans quelques bibliothèques de solliciter les habitants, non pas sur le principe du volontariat qui pourrait présenter un certain nombre de limites dont on pourrait parler, mais le tirage au sort. Enfin, je pense que c'est une autre modalité d'implication. Mais à la fin, qui revient quand même à une certaine forme de volontariat, parce que si on sollicite les gens par le tirage au sort, s'ils veulent pas, ils veulent pas. Voilà. Mais c'est une bonne idée. Oui, le tirage au sort, pour la construction du lieu hybride, il y a eu un gros projet et il y a eu la moitié de volontaires et la moitié de tirage au sort. Et Zélia, qui est une habitante, elle a été tirée au sort. Voilà. Bon, Zélia veut pas parler, mais Zélia est toujours là. Ça fait quoi? Ça fait 2 ans que vous êtes tiré au sort? Non, peut-être un peu moins. Ah oui, voilà. Oui, donc là, vous voyez, ça a clairement créé une. Oui, toujours. Ça a été une grande chance parce que nous sortions du confinement. Je suis restée enfermée longtemps toute seule. Quand j'ai su que j'étais tirée au sort, j'ai même pas regardé de quoi il s'agissait. J'ai dit oui. Voilà. Ouais, et là, c'était pas un jury d'assises. D'autres retours sur ces 4 expériences du coup qu'on a voulu assez différentes, mais dont on voit bien qu'effectivement il y a un tas de consonances sur la construction d'une relation de confiance et le personnel, rapport personnel, qui est peut-être aussi la condition à ce qu'il nous restera un tout petit peu de verticalité et d'expertise documentaire notamment. Voilà, c'est un préalable, mais on pourra du coup d'autant plus garder cette coloration-là qu'on aura bâti une relation personnelle de confiance avec les habitants de vos territoires. Les droits culturels, ça vous a parlé aussi quand Sylvie en a parlé tout à l'heure? C'est encore un petit peu un gros mot? C'est assez abstrait, quoi. Enfin, c'est assez, comment dire, conceptuel. Conceptuel, mais en gros, on est aussi tous des Monsieur Jourdain de droit culturel. Il faut aussi se décomplexer par rapport à ça. Hein. Enfin, c'est un souci sur le sillon duquel il faut qu'on soit conscient d'être et de continuer à vouloir progresser. Mais on en a toujours fait en lecture publique. Et, alors, vraiment, a fortiori dans l'éducation populaire, vous faites quasiment que ça, quoi. Enfin, des retours peut-être l'une sur les projets des autres, non? Ça vous... J'entends principalement des grognements estomac. Bon, écoutez, peut-être qu'on va peut-être clore du coup cette matinée.